Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bonjour, bienvenue au 13e étage, un autre épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Marie-Éléonore Baptiste, ma co-animatrice. Comment ça va, Marie-Éléonore? Salut JP, ça va super bien. Merci encore de l'invitation. Ça me fait plaisir. Marie-Éléonore, pour les gens qui n'auraient pas écouté l'introduction, dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis investisseur en immobilier et je suis agent correctionnel au fédéral. Excellent. Donc, tu vas être là aujourd'hui pour m'accompagner, poser des questions à notre invité. Bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de restauration, des bars, de conciliation travail-famille, la relation avec l'argent. Aujourd'hui, pour nous parler de ça, on a Charles Landry, propriétaire du Midway à Montréal. Comment ça va, Charles? Salut mon JP, ça va bien, merci. Yes! Content de te voir. Charles, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Comment ça a commencé la restauration pour toi? La restauration, ça fait un bon bout. Tu vois, j'ai commencé à 15 ans environ. Là, premier petit job, tu travailles chez Cora, tu fais des fruits. Après ça, j'ai fait Boss Boy. Puis j'ai toujours évolué là-dedans en étant à l'école. Je suis arrivé à 18 ans. Ça a vraiment été là ma première expérience dans les bars. Concilier cégep, bar. Puis on était tout le temps dans les bars. Fait que c'était encore mieux de travailler derrière le bar. Ça me coûtait pas mal moins cher, puis je faisais de l'argent. T'sais. La seule utilité du cégep, dans le fond. C'est ça, exactement. L'unique fonction. Non, fait que c'est ça. Fait que Saint-Jean-sur-Richelieu, petit bar, le Sonic. J'étais rentré Boss Boy, j'ai fait le code check, j'ai fait du bar. Après ça, université arrive. Mon cousin Phil Amann décide d'ouvrir un bar à Montréal qui s'appelle La Distillerie, qui est quand même maintenant une des institutions, puis je dirais même qui ont amené le cocktail à Montréal. Me propose, t'es à l'université, ça tente-tu de venir travailler comme barman avec nous, ça pourrait être cool, on va te former. Fait que j'ai commencé vraiment là, le vrai métier, pas le vrai métier, mais perfectionner mon art du bartending. Avec la distillerie. Puis j'ai quand même été là pendant près de 10 ans, occupant, au début, on était 3, moi et mes 2 cousins. Puis après ça, l'équipe a grossi jusqu'à être en 65-70 employés. Quand là, même. c'était 3 succursales, maintenant 4. Ils ont ouvert après mon départ. Puis non, fait que c'est ça. Fait que j'ai occupé là-bas un rôle de chef d'équipe qui était vraiment comme le gestionnaire. Je m'occupais des succursales, je m'occupais de personnel, embauche et compagnie. On avait vraiment une grosse structure qui avait été mise en place. Puis tu avais environ quel âge dans ce temps-là? J'ai commencé à Montréal à 20 ans. OK. Quand même. J'ai fait 9 ans à la distillerie, parce que j'ai fait de 20 à 29 à la distillerie. Puis à 29 ans, j'ai ouvert la taverne Midway. Puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment appris le côté gestion de restauration avec la distillerie. J'ai étudié, je veux dire, pour justifier d'être à l'école, j'étais en gestion des affaires à l'ESG, mais c'était vraiment... J'étais dans les bars tout le temps, on va se le dire. Là. J'allais à mes cours, je réussissais bien, j'étais chanceux, j'étais bon à l'école, mais ça n'a jamais été... J'ai jamais été au bout de mon bac, parce que le bar, puis ce métier-là, puis que ce que ça m'amenait, c'était beaucoup plus que ce que je me voyais faire par rapport à mes études. Fait que j'ai décidé de plonger, puis... C'est ça, mes parents m'ont supporté, ou du moins ils m'ont pas renié suite à ma décision. Qu'est-ce que cet univers-là... c'est quoi qui t'aime dans cet univers-là, en fait, qui fait que t'as comme accroché? La restauration, c'est un milieu qui est quand même particulier. C'est des horaires atypiques. Tu rencontres du monde. Fait que c'est sûr que le côté social, moi, c'est ma drive. C'est ce que j'aime. J'aime ça rencontrer des gens que je connais pas. J'aime ça apprendre des histoires Je sais qu'il y en a des histoires. Oui, il y en a. Au fil des années, là, je commence à en avoir pas mal des histoires dans mon petit sac. C'est sûr. Mais c'est vraiment ça. Être restaurateur, je pense qu'il y a un côté qui est magique. C'est jamais pareil. Tu n'as jamais 2 journées qui se ressemblent.
Puis c'est ça. C'était ça au début, la flamme. Puis après ça, bon, c'est sûr qu'il y a un côté gestion qui était intéressante pour moi, puis les ressources humaines et compagnie. OK. Comment ça a parti, dans le fond, le Midway? Le Midway, c'était... Je pense que j'étais rendu là dans ma carrière. Le côté entrepreneur en moi voulait faire un projet. J'avais vraiment exploré ce que j'étais rendu à mes limites, je pense, avec la distillerie. Mm-hmm. Puis ça avait été... C'est ça, ça a toujours été un rêve. Je vais en avoir un bar, mais en affaires, puis ce qui est difficile dans le milieu de la restauration, surtout des bars, c'est le capital. Oui, c'est ça. Parce que les banques ne prêtent pas d'argent, tu peux pas arriver puis j'aimerais ça emprunter un demi-million pour ouvrir un bar coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Je vous le dis, ça va être bon là. Ça marche pas. Fait que non, fait que c'est ça. Fait que ça m'a amené. Je voulais faire le move. On a su que l'établissement ici était en vente. Puis drôlement dire, en 2011, j'étais venu avec mes meilleurs chums Max. On était venu voir la place, puis on s'interrogeait, puis on avait rencontré Albert, qui à l'époque était le propriétaire. Puis on était intéressés, puis il avait gardé notre numéro de téléphone. Fait que c'est là, 3 ans plus tard, out of the blue, le téléphone sonne. Oui, c'est Albert Auclair. Oui, c'est Auclair, bonjour. Là, vous m'aviez dit de vous rappeler si mon prix changeait. Il change. Merci d'avoir conservé mon numéro de téléphone. Changé vers le bas, j'espère. Puis, oui, changé. Ouais, il avait changé il avait changé vers le bas. Puis, tu sais, la vie, c'est le même. Je crois beaucoup à ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Au même moment, mes 2 autres associés ici à la Taverne Midway, Jean-Philippe et Alexandre, s'étaient fait exproprier leur bar à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la construction d'un nouveau pont. Puis, ils cherchaient un nouveau projet. C'est sûr qu'eux, il y avait déjà une entrée de capital qui était là suite à la vente de leur établissement. Puis ça a juste fait comme 1 + 1 + 1, boum, on va visiter. C'est sûr que ça a changé. Là. Maintenant, on est dans le quartier des spectacles. Ouais. Mais si on remonte en 2014, le quartier des spectacles n'était pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Absolument pas. Puis disons qu'il y avait beaucoup de prostitution, de drogue en face de l'établissement, puis dans le coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Fait que c'était... Nous, on voyait le potentiel, puis on voyait qu'est-ce qu'on était capable de faire. Grosse réticence, par contre, de nos proches. Est-ce que tu viens montrer? Je vais venir te montrer le bar que je veux acheter. Puis tu sais, t'as 4 putes en face de la porte qui te demandent du change. C'est ça. C'est ça. T'sais, ta mère, elle trippe moins. Là, c'est pour ça que tu as lâché l'université. Là. C'est ce bar-là que tu vas acheter. Puis Albert était un bon gestionnaire. Ils sont de père en fils. Eux, ils ont été taverniers. Puis je pense qu'on était un peu ce côté-là d'amener la suite des choses, parce qu'on a conservé le nom. La Taverne Midway, c'est 1927. C'est une des plus vieilles institutions à Montréal. Intéressant. Puis on voulait conserver ça. On voulait conserver le nom. Puis c'est ça. Le projet s'est fait. On a acheté le fonds de commerce. On a changé la vocation. C'était plus des vidéos poker, puis de la grosse Molson X en bouteille. On a raffiné, si on veut dire, mais ça a été beaucoup de travail au début. Puis nous voici, là, ça va faire 7 ans le 5 juillet, là, malheureusement. Est-ce que l'influence, je parle du décor, a toujours été comme ça? Les années 20, un peu, 30? On voulait, quand on a fait le Midway, la seule chose qu'on a conservée dans le fond de la coquille, c'est les murs de briques. Ah, OK. Puis on a tout refait, là, plancher, plafond, salle de bain, la brique, on aimait ça. Ouais. Mais c'était vraiment l'idée, c'était de faire un bar qui nous ressemble, puis où nous, on est bien pour boire, prendre une bière. Puis surtout un endroit où j'allais être à l'aise de m'asseoir à n'importe quelle table. Puis les clients qui allaient être assis, j'étais capable de m'asseoir puis d'avoir une conversation. Ça ne m'intéressait pas d'embarquer dans un projet ou de faire un projet, du moins, où c'est payant, mais c'est pas mon monde. C'était vraiment l'idée d'avoir une place à nous. On était 29 ans pour avoir un bar Saint-Laurent-Sainte-Catherine. C'est une aventure. Tu te dis, OK, on se lance dans quelque chose. Fait que c'était vraiment ça. J'ai goût que tu me parles du Midway. Le concept, c'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas, la Taverne Midway, tu l'as dit un petit peu, c'est une institution, mais j'ai goût que tu me dises c'est quoi la vision derrière ce bar-là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Là, évidemment, on le sait, là, c'est fermé avec tout ce qui se passe. Mais j'ai goût que tu parles de c'est quoi le Midway?
C'est quoi la vision? Qu'est-ce qui fait que c'est rendu une institution? Tu sais, nous, on se connaît d'une ancienne vie où j'étais représentant chez Molson. Puis moi, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Je trouvais que tu étais un propriétaire de bar qui était super axé sur sa business, qui était très influent. Fait que j'ai le goût que tu me parles de ton mindset. J'ai le goût que tu me parles c'est quoi la Taverne Midway? Pourquoi c'est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Premièrement, merci. Ça me fait La Taverne Midway, c'est comme pour continuer un peu ce que je disais, c'est vraiment été monté d'un bout à l'autre sur l'authenticité. On ne pète pas plus haut que personne. On est chanceux, on est dans un prime spot en ce moment. Puis ça a toujours été le but de la chose. On a ouvert, ça s'est transformé au fil des années, le speakeasy ou le petit bar aussi où on est en ce moment, ça a été ajouté avec le temps. Puis on a fait des travaux de fil en aiguille pour arriver où on en est aujourd'hui, mais toujours bâti sans prétention. On est chanceux, on a beaucoup d'artistes qui viennent nous voir, puis des gens un peu plus connus, mais ça n'a jamais été un get-together. Je pense que même le Midway, c'est une place où tu peux avoir une certaine popularité, mais que tu te fais laisser tranquille, puis de tes côtés, puis pas personne qui vient te gosser, puis c'est low profile, puis c'était ça notre vision, c'est comme ça qu'on voulait la faire, mais tout le temps en ayant le gage de qualité. Fait qu'autant dans le service que dans nos produits, que les spiritueux, le vin, la bière, on voulait mettre de quoi qui était premium, mais vraiment avec une ambiance ou une attitude de raisonnable puis d'accessible. Puis je pense que l'authenticité à travers ça, puis mes relations, je suis de la même façon avec mon personnel qu'avec des partenaires comme Molson ou Southern Glazers dans les spiritueux. Ça a fait en sorte qu'au fil des années, on a peut-être bâti justement cette crédibilité-là face à l'industrie, ou dans l'industrie du moins, puis d'être reconnu pour notre bon travail, je l'espère. Là. J'ai le goût que tu me parles, on avait parlé la semaine passée d'histoire avec les gars au Canadien. J'ai le goût que tu me parles de ça, puis un peu, tu sais, les gens qui venaient de Gatineau, puis disaient, non, c'est notre bar. L'histoire que les gars que tu avais rencontrés, je trouvais ça comique, puis tu sais, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, tu fais des choses différemment un peu de la plupart des autres, peut-être tenancier de bar. Tu veux que je raconte cette anecdote? Ouais, j'ai le goût que tu me parles de ça. Non, mais que les gens, tu sais, t'es vraiment une destination hockey, t'es vraiment une destination cocktail. On est... OK, je me lance. Mais c'est une bonne anecdote. C'est une bonne anecdote. On est au hockey, on est chanceux, on a des billets aux Canadiens. Fait que je suis assis avec un de mes chums que j'amène au hockey, Nick, que je salue d'ailleurs. Puis, une bière, 2 bières, Canadien, super beau match. Les gars en avant de nous sont vraiment sur le party, comme 4 boys. Les gars, vous êtes sur le party pas mal. Qu'est-ce que vous amène à Montréal? On est les gars de Gatineau, puis on descend à Montréal comme une fois par année. On vient voir une game du Canadien. Après ça, on sort dans notre bar préféré, puis c'est ça. Puis on finit ça à l'autre bord de la rue. Vous viendrez prendre une bière au Midway si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la rue. Puis il y a une garderie l'autre bord de la rue. Oui, une garderie, c'est ça, pour les messieurs. Puis après ça, on finit ça au Midway. On finit ça à notre bar, puis c'est ça. Puis là, tu sais, votre bar, c'est quoi? C'est la Taverne Midway, je sais pas si tu connais. Les gars, c'est votre jour de chance. C'est moi le propriétaire de la Taverne Midway. Oh, chier, je te crois pas. Voyons, c'est impossible. Les gars, c'est rare, puis des moments de même, on va pas laisser ça de côté. Fait qu'à soir, venez, la bière est sur moi. Écoute, c'est ça. Je vais épargner les fins de l'histoire, là, mais on en a viré toute une. Puis les gars étaient bien contents, puis ils étaient reçus, puis je les connaissais pas. Ils viennent une fois par année. Fait que c'est pas des gars que je reconnaissais le visage ou quoi que ce soit. Parce que normalement, souvent, j'oublie les noms, mais je me rappelle du visage puis de ce que le monde boive. Fait que si je me rappelle pas de ton prénom, ben des chances, je me rappelle qu'est-ce que tu bois. Puis je les connaissais pas, je les avais rencontrés, mais il y avait eu du fun. Puis après ça, j'étais venu, puis l'anecdote, leur expliquer au staff. Faut savoir, au Midway, c'est un addon, mais j'ai pratiquement juste des gars qui travaillent avec moi par notre développement, puis tout le monde fait les postes. Mais ça fait une ambiance. Après un match canadien, on a gagné 3-4 bières de but, un petit shot. C'était vraiment une belle soirée. Puis les gars ont trippé, mais tu dis que c'est quand même un petit monde. On descend à notre bar préféré. Je sais pas si tu connais, mais il connaît pas mal, là. Fait que, c'était un peu ça. Puis les gars, on les a sortis, puis il faut en profiter de cette magie-là, puis d'en rajouter une couche. Ça fait partie un peu de notre métier. On crée quelque chose, on crée une soirée. Les gens
Je me dis tout le temps, les gens ils peuvent bien rester chez eux. Ça coûte moins cher boire à la maison. Tu peux mettre la musique que tu veux. Tu peux tamiser les lumières que tu veux. Il n'y a pas de temps de service. Tu peux parler fort comme tu veux. Mais il y a une raison pourquoi quand même tu vas dans un restaurant ou dans un bar. Puis ça, c'est notre travail de créer cette atmosphère-là puis de rendre les gens confortables puis d'avoir un peu de magie puis des anecdotes qui ressortent de ça puis des histoires. Puis ça, c'était livré sur un plateau d'argent, cette histoire-là. On dirait que tu parles de l'ancien temps. Ça fait tellement longtemps. J'écoutais, Ouais, puis je suis comme, my God, on a-tu hâte, hein? On commence à avoir pas mal hâte. J'ai hâte. J'ai hâte pour mes employés, beaucoup. Là. Ouais. C'est sûr. On va y revenir. C'est quand même un sujet important. Ouais. J'ai le goût que tu me parles des problématiques. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi les différentes problématiques que tu as eues dans ta carrière d'entrepreneur? Soit dans les débuts, ou soit en cours, là, tu sais, que là, actuellement, tu en vis une grosse, là, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai le goût que tu me parles des différentes problématiques que tu as eues tout au long de ta carrière, ou encore aujourd'hui. Ben, c'est sûr qu'en partant, quand tu te lances en restauration, surtout dans le milieu des bars, moi, c'est mon dada, là, c'est ce que j'aime. Je m'y connais un peu en cuisine. J'ai mon partner Frank qui se connaît beaucoup plus que moi, mais le côté bar, c'est vraiment le financement. C'est quelqu'un qui veut partir, je vais me partir à un bar. Faut tailler les reins solides au début pour ta trésorerie, avoir un bon cash flow, les rénovations, acheter un fonds de commerce, puis t'as pas accès au capital. Puis, peux-tu expliquer aux gens, parce que moi je le sais, on se connaît plus longtemps, mais peux-tu expliquer comment ça fonctionne au niveau du financement avec les banques? Dans le fond, les banques financent... Zéro. T'en as pas de financement. 0, 0, 0, 0. Là, non, mais... zéro. T'as pas... My God, OK. Si tu as le volet restauration, tu peux aller chercher des subventions avec la BDC. OK. Mais acheter typiquement là, un fonds de commerce ou partir un bar, t'as pas de financement. L'histoire veut, puis on vit quand même avec des vieilles lois puis des vieilles mentalités. Fait que, c'est le crime mettons organisé. un jeune là, qui a un beau petit plan, comment qu'on appelle ça encore, le plan d'affaires. Un beau petit plan d'affaires, là, il arrive, puis peu importe si c'est cool. C'est trop. Je pense que c'est encore trop relié dans la mentalité ou le risque, peut-être, avec le crime organisé, le blanchiment d'argent. Je comprends. Ça serait-tu trop facile de. On finance des établissements, puis là, mais on a tellement de restrictions, puis. Autant l'achat de la bière, l'achat des spiritueux, les MEV maintenant, l'enregistrement des ventes. Le timbrage. Le timbrage, mais qui va bientôt peut-être aboli. Ces restrictions-là font maintenant, c'est noble. Puis des jeunes entrepreneurs comme nous, restaurateurs, peut-être dans les années 80-90, ça en avait beaucoup moins. Le bar de quartier, comme on le connaît maintenant, où on va tous... prendre notre bière, puis on s'assoit, que c'est plus un nightclub. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, c'était soit t'allais dans un nightclub ou soit t'allais dans un bar où il y avait des vidéos poker. L'entre-deux, les Irish pubs un peu, mais le bar de quartier avec des identités différentes, comme on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Des jeunes propriétaires, des messieurs qui étaient là depuis tout le temps, des taverniers, mais comme quand nous, on a acheté, dans le fond, c'était ça. Fait que, je sais pas, je pense que c'est peut-être relié avec ça. Le temps nous dira si les mentalités vont changer. Parce que maintenant, on a une voix, les cocktails, la bière, c'est plus populaire. T'sais. Quand il commence à avoir des émissions à Canal Vie, des fois, si les madames s'y intéressent, peut-être que les banques vont s'y intéresser un jour. Mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher, soit d'avoir des économies ou d'aller chercher du financement au privé avec un prêteur. Wow. Pour avoir été de l'autre côté on était fournisseur de bière, il y a un gros risque aussi au niveau, il y a beaucoup de bars qui, la statistique, là, avec le COVID, là, c'est un autre saut de glace sur les bars, là, mais à l'époque, je pense que la statistique, c'est 7 sur 10 fermes dans les 2 premières années, ça que c'est quand même... Ouais, c'est sûr que une éthique qui est difficile aussi. Mais c'est une problématique un peu à deux côtés. Parce que c'est sûr que si tu ne permets pas aux gens qui sont passionnés, qui n'ont pas les moyens financiers d'exercer leur passion puis de devenir des entrepreneurs de tout ça, tu as moins de chances qu'ils réussissent. Puis de l'autre versant, c'est le fun d'avoir un bar. Puis il y a beaucoup d'athlètes, de personnalités publiques, du monde qui ont de l'argent. Ah ouais, j'aimerais bien ça avoir un bar, moi. Là, tu as les moyens financiers. Là, tu t'ouvres un restaurant, tu ouvres un bar. Là, tu te rends compte,
OK, c'est de la gestion, là. C'est pas juste on s'assoit, on prend un petit verre de vino puis on jase avec des chums, là. Tu sais, t'as de la gestion de clients, t'as de la gestion de personnel, des horaires atypiques. Les familles, c'est pas évident. Là, tu te rends compte, ouais, finalement, je suis pas restaurateur pantoute. Puis t'as beaucoup, je pense, de fermetures. Je serais curieux de savoir combien sont reliés vraiment des restaurateurs. Tu sais, du bon passionné versus le... Ben, moi, je suis chanceux, j'ai le capital puis j'ouvre une place. Fait il y a peut-être là-dessus, si c'était ouvert un peu plus à des jeunes passionnés qui ont le côté entrepreneur puis la 100%. fibre restaurateur, hey, ouvrez-en des restaurateurs. Je vais t'en prêter à toi, tu as un bon parcours, tu as des bonnes études. Je vais t'en prêter. Puis, tu sais, je serais curieux de voir si la statistique n'augmenterait pas, qu'il y en ait plus, puis de longévité, là. En fait, c'est un excellent point là, que tu apportes là. T'sais, moi, je t'ai rapporté des faits quand nous, Monson a fait des études où des fois, c'était. Puis même voir l'avoir. Moi, j'étais un prospecteur, on sollicitait des clients, puis c'était hallucinant, mais la plupart des. Puis moi, pour te le confirmer, parce que j'en ai rencontré plus de 1000 clients, c'est souvent ça. Tu leur demandais c'est quoi le plan d'affaires, c'est où tu te vois dans 2 ans, dans 1 an, ça va être quoi Tu sais, des fois, on allait ouvrir un client, ils ne savaient même pas c'était quoi les prix qu'il allait vendre. Ben, c'est ça. C'est incroyable. Là. Ça fait partie aussi de ça, mais c'est un excellent point que tu apportes là-dessus. Puis tu as parlé un peu de la gestion de la famille, les services à la clientèle. J'ai goût que tu me parles de ça dans les enjeux. Ben, je commence avec enjeux ou difficultés. Ben, c'est sûr que le débit de boisson, c'est un enjeu tout le temps. C'est la responsabilité morale que l'établissement a envers la condition de mes clients. Je peux pas avoir tout le monde qui saoule, qui soit malade puis qui mettent leur vie en danger parce que c'est quand même de l'alcool. Fait que ça, c'est un gros facteur puis c'est une gestion qui s'apprend à travers le temps. J'ai fait des erreurs en étant plus jeune, bartender ou servir, puis le shot de trop. Puis là, tu réalises, j'aurais pas dû, c'était bien le fun sur le coup, mais pour le bien-être de la personne, j'aurais dû avoir un sens critique d'analyse de la situation puis de sa personne, puis dire ça suffit. Puis t'as assez consommé pour ce soir, mais souvent, je sais pas, plus jeune, puis j'essaie de coacher mon équipe à travers ça. Puis le client va se fâcher. Ouais, tu veux, toi. Puis, comment tu gères ça, mettons, quelqu'un qui se fâche parce que tu veux plus lui servir d'alcool? Ben, c'est là que l'expérience rentre un peu en ligne de compte. Parce que chaque situation est différente, mais c'est sûr qu'il y a des moyens de désamorcer, puis des techniques. C'est rare que s'il y a dans un groupe, il y a quelqu'un qui est beaucoup en état d'ébriété, c'est rare que je vais m'adresser directement avec cette personne-là. Si on se connaît pas, c'est sûr que JP il arrive, il est bien chaud. C'est jamais arrivé, by the way, pour les gens qui nous écoutent. J'étais toujours à jeun ici. Oui, toujours. Toujours. Non, mais toujours, mais je serais à l'aise d'y parler comme un chum. Par contre, quand t'arrives quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, j'essaie tout le temps d'y aller par la porte en arrière avec la personne qui est le plus apte, le conducteur désigné qui est à la table ou la personne qui consomme pas ou qui consomme moins. Écoute, ton chum, il est en état d'ébriété, je peux plus le servir avant de la confronter, la personne, directement, parce que c'est toujours mieux de se faire dire par un chum, écoute, tu as peut-être dépassé les limites ce soir, que par l'inconnu que tu as en tête que, hey, moi, je paye pour un service, puis je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, tu me dois de l'alcool, parce qu'on a une responsabilité et c'est grave. Là, moi, je dormirais mal le soir. J'ai un client qui s'en va, il se fait frapper ou il prend sa voiture. À un moment donné, ça s'arrête, mais tu te sens mal. On sort de l'alcool. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Là, c'est pas d'avoir du monde traversé. Ouais, c'est la sécurité des autres clients aussi. Là. Ben, puis la sécurité de mon personnel. Fait que ça, c'est... Bon, en partant avec l'alcool, il y a ça, côté sécurité, mais l'alcool apporte aussi son lot de personnalités différentes chez les gens. La personne qui rentre au début, « Ah, allô, comment ça va? Super fine, je vais te prendre un petit gin tonic. » Des fois, rendu à 3-4 gin tonic... Crache du cheveu. Tu vois, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis mon Dieu, ça fait sortir des fois des aspects de la personnalité. Puis, voyons, où la petite personne délicate puis gentille qui était là tantôt? J'ai pas le temps de parler, emmène-moi à boire. Fait que, ça, c'est un autre volet, mais c'est tout un côté qui se développe avec le temps. Puis c'est pour ça, tantôt je mentionnais, j'ai juste des gars en ce moment qui travaillent avec moi. Ben, c'est quand même rare, en fait, parce que la plupart des bars, c'est la plupart des filles derrière le bar. Là. Des filles, des gars, c'est mix. Moi, j'en ai eu des filles, mais on développe. J'engage des boss boys qui deviennent des barbacks.
qui aident à la confection des cocktails ou au service de Ok. bière, qui deviennent des serveurs, qui deviennent barman. Puis j'ai rarement fait le saut d'engager quelqu'un directement, à moins d'un besoin immédiat. Je pense que j'ai pas beaucoup, j'ai une grande rétention du personnel. Fait que j'ai pas beaucoup de roulement. Fait que tu sais, des fois, je sais pas, le métier, je pense, de boss boy ou de barback fit moins avec certaines filles. Sont moins enclines de le faire à long terme parce qu'il y a une possibilité d'être serveuse. Puis moi, ce que je voulais, c'est être barmaid. Puis ce que je respecte vraiment beaucoup, mais je pense que moi, je me sentais pas à l'aise de dire à un de mes super bons boss boy ou un autre, un barback, ouais, je m'excuse, mais ça sera pas toi, même si tu es excellent, qui va prendre la job de serveur parce que je veux absolument une fille. Il y a un processus. Si c'est toi, tu es là. Si tu n'es pas rendu là, je vais te donner les outils pour t'y rendre. Mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un. Fait que si on passe des entrevues, c'est une fille ou un gars, ça me dérange pas. Mais en ce moment, c'est arrivé dans le temps. Puis tu vois, François, qui est un de nos associés maintenant, je l'ai engagé comme boss boy. Il a fait barback, il a fait serveur, il a fait barman, il est devenu gérant. Puis il a vendu des parts. Fait que, il est quand même rentré ici de A à Z. Puis, moi, je trouve que ça montre un bel exemple aussi aux autres. Puis j'ai fait la même chose, moi, dans ma carrière. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça paye. Puis c'est une bonne chose. Si tu veux le faire comme métier, si restaurateur, c'est ton aspiration. C'est sûr que tu veux t'étudier pour être graphiste, puis tu veux un sideline. Ton aspiration n'est pas là. Fait que tu veux la job de barman ou de serveuse qui paye tout de suite. Puis je respecte ça aussi, mais c'est juste pas de même qu'on fait les choses au Midway. C'est parfait. Parle-moi de tes plus grandes forces. Mes forces, ben c'est peut-être, c'est les défauts des, c'est les forces des défauts. C'est sûr que le service à la clientèle, je pense, de mon côté, ça a toujours été ma force. Je pense que mon PR, c'est ce qui m'a amené à être là aujourd'hui. Jamais être gêné. Puis ça, c'est un conseil que je lance à n'importe qui veut être en entrepreneuriat. C'est rare que les meilleurs deals se font quand tu es tout seul dans ton coin. Faut aller voir les gens, avoir un tact, avoir le côté un peu gentleman, de rencontrer, être bien mis, bien s'exprimer, puis être curieux envers l'autre. Moi, j'aime autant ça. J'aime beaucoup raconter des histoires qui font rire les gens. J'aime ça faire rire les gens, mais j'aime autant aussi entendre les histoires, puis souvent les gens en ont plein à nous apprendre. Puis ce qu'on voit à travers les années, je suis là aujourd'hui parce que j'ai écouté un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis j'ai pris ça, puis tu essaies de garder le meilleur, puis de former ta propre personnalité, puis à travers de ça, c'est le service à la clientèle, le contact client, c'est le contact humain surtout qui, avant d'être un client, il y en a plusieurs qui étaient des clients qui sont devenus des amis et vice-versa. C'est surtout le contact humain que je mettrais dans, sûrement une de mes plus grandes forces. Peut-être, je sais pas ce que je t'avais dit, mais le côté un peu délégué. En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est important. Ici, on a une équipe qui est solide. Tout le monde a ses responsabilités. Puis ça a toujours été important pour moi de rendre les gens imputables face à l'équipe, face à l'institution ou à l'entreprise. Puis ça, je dirais que c'est un gros côté qu'aujourd'hui, je suis fier, puis je suis content d'avoir mis en place, puis d'avoir aussi l'audace de le faire, parce qu'il y en a plein des entrepreneurs qui gèrent de A à Z, puis là, s'il manque une canette dans le frigidaire, ben là, je le sais, puis je te tombe dessus, puis t'as-tu pris un shooter, puis mêler dans n'importe quel domaine, tu sais, je peux bien faire la construction, puis compter mes vis, puis pas déléguer, puis je veux tout savoir. J'ai toujours aimé adopter une plus grande ouverture, faire confiance, mais tu arrives à une confiance quand tu as donné la bonne formation. Les gens, tu les as amenés dans le bon chemin. C'est ça. Ou toi, tu les vois, puis ils suivent la culture, les valeurs puis de l'entreprise, puis ça, c'est en eux. Après ça, c'est facile de dire, bon, mais là, ça marche pas ou ça marche, puis je le vois maintenant. C'est des employés, exemple, qui commençaient avec nous puis arrivaient en retard ou qui se présentaient pas sur un corps de travail. J'avais même pas besoin
d'agir parce que mes autres gars, c'est tellement une famille solide, puis tu nous laisses tomber, ça marchera pas. Puis d'avoir, puis ça allait soit la personne faisait OK, là, j'en viens plus travailler, les gars, ça marchera pas. Ou de l'autre côté, hey, je m'excuse, les gars, je vous ai laissé tomber. Puis ils venaient me voir après, puis je n'étais pas nécessairement au courant de la situation. Puis hey, je m'excuse, Charles, j'ai chié dans la pelle, puis je suis arrivé en retard, mais écoute, les gars me l'ont dit, puis c'est devenu des employés qui sont avec moi encore longtemps. Puis c'est cette synergie-là entre tout le monde qui a fait que quand tu es capable d'être un peu la colle en tant qu'entrepreneur entre tes employés, c'est le fun, tu les laisses aller, puis tu vois que la roue, elle tourne, puis elle tourne bien. Là. Ça, c'est un signe pour moi, là, qu'est-ce que tu me dis depuis 5 minutes, c'est un signe de grande culture d'entreprise. Puis je trouve ça quand même inspirant parce que dans un bar, la plupart des gens, c'est comment on s'en va là, ça. Là, la fille est là, elle ramasse son cash, elle s'en va. Tout, c'est vraiment une famille. Les gens sont là, ils s'entraident. Puis le fait de. Moi, je le vois comme un grand respect aussi, les gens qui arrivent en retard, mais les autres disent, hey, gars, ça manque de respect pour nous. Nous, on est tous là à l'heure. On avait d'autres choses, nous autres aussi. Là, puis oui. on l'entend souvent. Moi, quand j'étais dans les bars, les serveurs qui rentrent pas ou des serveurs qui rentrent pas, on est allé au Beach Club, on est allé ici, finalement. Je pense que les gens sont engagés, puis c'est un peu. Quand tu parlais de colle, mais c'est la culture. C'est, hey, mais ça, on a une institution, tu l'as dit, je l'ai marqué, j'ai comme, hey, tu travailles au Midway, t'es chanceux, c'est un honneur de travailler au Midway, puis je pense que c'est ça que tu apportes aussi, c'est quand même vraiment intéressant, puis c'est tout à ton honneur, honnêtement. Là. Merci. Ah, c'est ça, tu sais, on travaille fort, puis c'est tout ça, puis je reviens sur, qui englobe, tout ça, c'est fait en sorte pour que l'expérience client soit optimale, pour le même plaisir, puis pourquoi quand je sors dans un bar, puis pourquoi je fais affaire avec un plombier? J'ai pas les compétences de faire tel tuyau. C'est un besoin que j'ai. Nous, notre service, il est disponible à l'épicerie. Puis là, on le voit on le vit avec la COVID. Et les gens sont à la maison. Le téléphone, il sonne. Là, puis c'est beaucoup de support. Puis on a hâte. Plus capable de boire mon petit verre de vin. Le jeu de radis, nos 5 à 7 nous manquent. Mais c'est ça. C'est tout ensemble. C'est une expérience aussi. C'est l'expérience. Quand tu vas dans un bar, c'est les gens. Des fois, il y a ils ont quelque chose qu'on n'est pas capable de saisir, une animosité où tu fais comme, hey, à soir, il y a quelque chose. Ça rentre bien, mais le monde est cool, le monde sont sympathiques. Puis, je pense que ça manque à tout le monde, honnêtement. Puis là, encore avec les mesures, on est encore en plein dedans. Puis un là, jour. Tu fais comme tabarnouche. J'ai goût de te demander, tu en as parlé un peu quand même, là, mais c'est quoi ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je t'avais-tu dit quelque chose? Non, sûrement que je suis humble. Je sais pas. Ma plus grande qualité... Il faudrait peut-être demander à quelqu'un d'autre de répondre à cette question-là. Ça serait... Peut-être qu'il y en aurait bien des réponses différentes aussi. Mais je sais pas. Ma plus grande qualité, j'aime ce que je fais. Peut-être être passionné. C'est... Être passionné de ce que je fais, ça serait sûrement un bon volet. Puis je dirais l'autre côté, quelqu'un, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais fidèle. J'ai toujours été depuis que je fais affaire dans le milieu des balles. Mes partenaires, je veux dire Molson, on va faire une pub, mais ça, de loin, ma meilleure relation que j'ai jamais eue avec un partenaire. Puis ça fait pas tant d'années que ça. Je pense que ça fait 5 ans que je travaille avec Molson. Ça fait 18 ans que je travaille dans les bars. Mais ça a été un tout. T'sais, quand tu sens que l'autre côté, il est là pour toi, pour ta réussite. Ouais. Moi, de mon côté, c'est la même chose de la rendre. T'sais, à la maison, je bois de la Molson. C'est de même. Puis ça, là, le monde, tu viens chez nous. Ce que de dire, c'est une question d'examen, les amis. Relations d'affaires. Ouais, c'est vraiment ça. Puis j'ai pratiquement les mêmes partenaires depuis le début, quand on a ouvert la distillerie en 2005. Puis là, on est rendu... 2005, ça commence à faire un petit bout. Tu fait 9, ça fait 16 ans. Ouais, écoute, je travaille pratiquement avec le même monde. Ou sinon, d'autres qui ont changé, mais souvent, ça m'est arrivé aussi d'être fidèle à un représentant. Et, je m'en vais dans un autre brand, mais la relation qu'on avait était tellement solide. C'est pas, tu sais, de l'argent, on en fait. Tu sais, si t'attends après tes ristournes, là, puis je vais te redonner ton petit pourcentage sur tes bouteilles que t'achètes pour que ta business, ça marche, là, ton plan d'affaires, puis ta structure, elle fonctionne pas, là. Fait que c'est un plus. C'est sûr que tu le considères dans tes budgets,
Mais cette relation-là que tu construis avec tes partenaires d'affaires, ça vaut de l'or. Puis je pense que peut-être qu'une de mes qualités, c'est peut-être ça qui dit je suis très fidèle. Loyal, en fait. C'est ce que Marie-Éléonore avait répondu dans la loyauté. Ouais, c'est ça. Très, très loyal. Chez nous, tu bois ça. Puis si tu arrives avec une caisse de la Bat 50, ben, tu la laisses dans ton char. Puis le frigidaire, il est plein de Molson. Puis je serais pas là à boire le produit du compétiteur. Puis tu viens chez nous, c'est comme si tu viens à mon bar. Puis c'est une prolongation. Puis maintenant, je l'adopte dans ma vie parce que c'est une relation. Une valeur que tu as. C'est ça. Fait que là, peut-être ça. Loyauté, je dirais peut-être c'est une de mes bonnes qualités. Je pense que c'est une bonne clé de succès aussi en entrepreneurship, en business. J'ai le goût de te demander justement les caractéristiques nécessaires pour être un bon entrepreneur ou, dans ton cas, un bon restaurateur. Tu dirais que ça serait quoi? Ben, je disais un petit peu, le vouloir, qui est je pense, le côté entrepreneur, moi, je l'ai toujours vu de, être ton propre boss, c'est le fun, mais c'est le monde, mais c'est parce que moi, je vais être mon propre boss. Ouais, pourquoi tu veux être ton propre boss? Il y a un paquet de troubles qui vient avec le fait d'être ton propre boss. Ton cellulaire, il est ouvert 24/7, t'es toujours on call, c'est une variation tout le temps de tes revenus, que c'est jamais stable. Fait que, je dirais, tu veux te lancer, là, c'est vraiment le vouloir le faire, pas avoir peur du risque, ou du moins un risque calculé, fait qu'être préparé. Tu as des qualités pour être entrepreneur? Ça, c'est pareil, ça fait le lien sur c'est quoi les conseils que tu donnerais. Dans le fond, ça peut être ça aussi. Ben, c'est ça. Conseil, c'est ça. Vraiment être préparé, savoir dans quoi on s'embarque, avoir les compétences, puis du moins s'entourer des gens qui ont les compétences aussi. Une équipe, on a tout le temps dire, la chaîne aussi forte que son maillon le plus faible, mais c'est vrai quand même. Puis tu peux être le maillon le plus faible si tu t'entoures de monde qui vont t'apprendre puis qui vont t'amener à la prochaine étape. C'est un gros luxe qu'on a en tant qu'entrepreneur. Puis c'est là, c'est du monde qui veulent essayer, qui veulent risquer. Fait que, ça serait... Je dirais, faut que tu veuilles, faut que tu sois passionné, puis faut que tu t'entoures des meilleures personnes. Drop the mic. Il n'y a rien à dire. Je sais pas quoi dire d'autre. On va aller à la pause parce que déjà 37 minutes. On va prendre un petit cocktail parce qu'on est au Midway. Midway en plus commanditaire. Il fait soif. Fait on prend une petite pause. Merci pour le partage, Charles. N'oubliez pas de tous les autres épisodes passés et futurs sont disponibles sur le site web du 13e étage. Donc, c'est le 13 en chiffre, etage.com sur les plateformes aussi d'écoute. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se revoit après la pause. De retour de la pause. On s'est bien hydraté. On est prêt. De retour avec Charles Landry puis Marie-Léonore. Toujours. Très content d'avoir Charles. On a eu une très bonne première partie. Puis là, on a différents sujets qu'on a le goût de jaser. Puis je pense que je vais commencer directement avec qu'est-ce qu'on parlait off-mic. Les clubs. Il se passe quoi avec ça, les clubs? Les clubs. Ben, les clubs, on l'essaie de mettre en contexte. En réalité, c'est le changement à travers les années de notre industrie qui part de les clubs, les places pour danser, les bars de quartier, puis on essaie même nous de visualiser qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire. Puis le sujet était, voyons, les clubs, me semble, il y en a moins. Les clubs, il y en a encore. C'est sûr que c'est moins qu'il y en avait. Parce que, ici, on est au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Avant, tu avais l'Opéra, tu avais le Loft. Le Dôme. Le Dôme. Et ben, ça ne rajeunit pas. Les Faufounes électriques qui ont un aspect club aussi. Ouais. Ça s'est transformé. Les locaux sont utilisés pour d'autres choses maintenant. Puis maintenant, tu as certains clubs qui sont un petit peu plus supper club. Ouais. Mais le gros club pour danser, est-ce qu'il est en perte de popularité? Je pense qu'il a été effectivement dans les dernières années, mais c'est vraiment un peu comme je mentionnais tantôt, la recrudescence du bar de quartier, où maintenant tu as plusieurs petits bars près de chez toi qui offrent des ambiances différentes, mais que tu es capable de retrouver des gens qui te ressemblent
beaucoup plus facilement à travers ces établissements-là. Tu sais, un club qui réunissait 1000, 2000 personnes, rencontrer la fille qui trouvait ton goût, le gars, ou de rencontrer, de faire des amis, c'était bien plus at large. Maintenant, tu as des établissements où tu peux chercher, puis là, les médias sociaux te le montrent. Tu vois une story ou un post Facebook qui... Bon, hey, je me reconnais là-dedans, dans cet établissement-là. Puis c'est à côté de chez moi, ou c'est une petite place, puis 90% des personnes qui sont là me ressemblent ou ont des attraits que moi, que j'ai aussi. Peut-être qu'ils étaient un petit peu différents dans un club. Puis là, on se dit, pourquoi? T'sais. Là, je vais te dire que mes raisons, puis là, par ça, on va débattre un peu parce que. Vas-y, chaud. Mais en fait, tu sais, ce qu'on disait, en fait, off-mic pour les gens qui nous écoutent, c'est que les clubs, pour avoir travaillé dans les bars, c'était un peu moins. Là, je pense qu'il y avait eu un changement un petit peu. Puis j'avais déjà parlé avec un de mes amis DJ, Benoît Hood, que je salue d'ailleurs. Puis il me disait il y a 3 éléments, en fait, qui fait que les clubs marchent peut-être un peu moins aujourd'hui, en 2020, 2021, là, qui étaient, dans le fond, les applications mobiles pour rencontrer des gens. Avant, quand tu sortais au club, pour les gens qui sont un peu plus vieux, là, tu allais là, puis c'était pour rencontrer des gens. Quand tu étais célibataire, mais c'était la place pour rencontrer des filles ou des gars, puis prendre un verre, danser, avoir du fun. Ou les filles qui sortent avec leurs amis de filles, puis là, les parties de sacoche, là, dans le fond, ils mettaient la sacoche dans le centre, puis dansaient autour. Puis ça, je pense, ça a quand même, de notre côté, ce qu'on avait discuté à l'époque, c'est que ça avait changé un petit peu. Maintenant, mais les gens, évidemment, quand tu es dans ces applications, mais là, tu es dans le club, mais là, tu te dis rendu à minuit, mais là, il faut que je m'en aille parce qu'il va être rendu trop tard, je vais trouver chaud, whatever, si j'ai mes choses à faire avec monsieur ou madame. Puis il y avait aussi l'accessibilité à la musique. Tu sais, dans le temps, on parle comme si on avait 50 ans. Mais... C'est fou, pareil. Non, mais tu sais, quand les clubs étaient peut-être un peu plus populaires, de ma vision, après ça, Charles va embarquer, puis je pense que ça va être vraiment intéressant, mais t'allais dans les clubs pour écouter la nouvelle musique qui venait de sortir, les DJ qui faisaient les mix. Maintenant, avec Spotify, entre autres, avec Apple, avec Google, avec toutes les plateformes d'écoute, SoundCloud, c'est tellement facile d'avoir accès à la musique versus avant où on était dans l'époque Napster puis LimeWire. Fait que je pense que c'est des points peut-être qui faisaient que les clubs sont moins populaires, mais toi, on en parlait, puis là, j'ai goût de t'entendre, ça va être vraiment intéressant. Tu dis que les clubs, toi, selon ta vision de propriétaire de bar, ça risque peut-être de revenir en force une fois le COVID passé, là, évidemment. Je pense que oui. Avant d'arriver là, je pense le côté club qui a perdu un peu. C'est sûr que aussi la tolérance, le 0.08, maintenant, c'est les 21 ans. C'est les 21 ans et moins qui peuvent plus consommer d'alcool du tout et prendre le volant. C'est un très bon point, en fait, que tu amènes aussi. C'est sûr que ça fait quand même une grosse différence parce que les clubs, ça s'adresse à une clientèle qui est jeune, qui veut danser. Puis aussi, on voit la tendance, la consommation d'alcool chez les jeunes a diminué. Tu sais, moi, j'étais plus jeune, on prenait une petite bière ou... mais même, je veux dire, tu sais, jeune, 17 ans, là, tu sais, fin secondaire, là, on volait une petite bière à nos parents, puis on se rejoignait dans le parc, les chums, puis je regarde les... Maintenant, je suis rendu un mononcle. Puis je vois les plus jeunes, puis hey, c'était l'affaire... Tu prends, tu sais, le mononcle cool qui est propriétaire de bar, tu prends une petite bière avec tes chums, même si, non, vraiment pas. Ben voyons. OK, là, c'est moi qui a de l'air, tu sais, dans pas rapport. Tu sais, le gars, tu prends une bière, j'ai même pas l'âge, puis on boit pas. OK, all right. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu une popularité vraiment de alcool qui a peut-être diminué, tué par, tu sais, je sais pas, je sais pas si c'est drogue, je sais pas si c'est... J'allais dire, j'ai une question en tête. C'est-tu la décriminalisation de la marijuana, le pot, qui a fait en sorte que les gens peut-être... est-ce que tu le vois dans un impact sur les bars actuellement? Ou... Non, moi, de toute façon, si tu fumes, je pense que c'est pas le même mood pantoute. Là, non, vraiment pas. Être bien stone dans la banquette au Midway, là. Je vais te prendre des Cheetos. T'as vraiment pas une petite bière? Non, je pense un bol de Cheetos va être bon. Non, mais tu sais, on parlait de la clientèle plus jeune. Au niveau du budget, peut-être, là, on parlait de, mettons, du 18-21. Si, mettons, exemple, je sais pas comment ça coûte un joint, là, je fume pas, mais mettons, je sais pas, ça coûte 5$ versus une bière, mettons, qui pour le même effet, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur... En fait, je pense. Honnêtement, je pense pas que ça a été transféré vers... je pense pas que ça a été transféré vers ce type de drogue-là. S'il y avait de quoi, j'aurais peut-être plus été sur les comprimés ou des drogues de party qui te donnent
qui te donnent envie de danser, justement, puis Ouais. moins consommer. Fait qu'est-ce que même du côté club propriétaire, est-ce que c'est moins lucratif aujourd'hui d'avoir un club si la consommation a changé, les jeunes boivent moins, mais veulent se retrouver quand même? Ceci étant dit, tu parlais des applications de rencontres tantôt. J'ai hâte de voir l'effet, puis pourquoi un peu peut-être la résurgence des clubs. J'ai hâte de voir l'effet TikTok pour la nommer. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Ma blonde, elle l'a, puis de toute façon, j'en vois passer sur Facebook et compagnie, puis je vois les jeunes qui sont rendus avec des tics nerveux quand ils te regardent. Ça va, ta tête, là? Ah, ça, c'est une danse TikTok. Ah, bon, all right, pas de problème. Mais tu sais, Excuse-moi, mais... pour renchérir ce que JP disait, là, c'est parce que les DJ, ils mixent aussi sur TikTok aussi maintenant. Ouais, mais je me demande si on va Tu sais, pas c'est comme avoir monnayable, cette affaire-là, à cette heure, sortir dans un... Non, mais je me demande, tu sais, sortir dans un club, ça va-tu être, tu sais, la place, puis ça va mixer, puis là, quand le DJ va mettre la toune TikTok ou la toune de l'heure qui est populaire sur ces médias sociaux-là, tu sais, d'avoir, je me dis, tu sais, t'as 500 personnes sur un dance floor là, qui font la même tic-tic-tic, la même petite danse ou je sais pas, puis avec leur cellulaire, parce que Avec ça les va Kodak qui toujours- filment, là, puis là, t'en fais un méga. C'est ça. Tu sais, je me demande s'il va pas avoir quelque chose... Parce que, tu sais, TikTok, ça s'est probablement passé pendant la COVID, là. Mais, en tout cas, de ce que je connais, c'était peut-être là avant, mais je le vois beaucoup plus depuis la dernière année. Ah, clairement. Puis, fait que je me demande s'il va pas avoir les clubs vont pas profiter de tout ça, puis justement, tu sais, la musique, puis le shuffling, puis, tu sais, en tout cas, je m'embarquerai pas dans des sujets que je connais pas, mais... T'avais l'air bon, je pense que tu peux continuer. Ouais, mais, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que ça peut être, tu sais, ça peut être un aspect. Puis surtout, l'autre côté qui peut être intéressant, c'est se rencontrer, voir du monde, la proximité, exact. tu sais, danser. Moi, j'ai jamais été un gars de club, ben. Moi, j'aime ça une fois par année avec ma blonde, puis on y va, on danse. C'est le fun avec des amis. Mais tu sais, je me suis surpris, là, dans mon char, à mettre justement Spotify, là, la musique, comme de la musique de club que j'écoute jamais. Puis là, juste, que moi, je prendrais une bonne banquette dans un club là, avec une bonne bouteille de Grey Goose. Là. Tu sais, quelque chose que je fais jamais. Là. La musique blastée dans le fond, puis d'avoir mal au tympan le lendemain avec mes amis, puis on fait la fête jusqu'à 3 h du matin. Ça me manque. Shaker le popotin, puis tout. Ah Ouais, ouais. c'est ça. Jamais une affaire que j'ai tant tripé. Je me dis, celui qui tripait là-dessus, là, il doit pas s'ennuyer rien qu'un peu. Tu sais, il doit vraiment Avoir du s'ennuyer. Fait que peut-être qu'il va y avoir un retour des clubs. Tant mieux. Tu sais, je veux dire, c'est une place pour se rencontrer, c'est une place pour danser. C'est le fun, un club. Tu sais, moi, j'offre pas ça ici. Des fois, j'en ai des clientes puis des clients qui aimeraient ça danser. Puis, Ça danse quand même. Bon, ça danse un peu. Ça danse entre les tables. Là. Mais il y a une grosse différence de se retrouver sur un dance floor, les mains dans les airs, avec un DJ qui t'envoie ça dans les oreilles. Que là, puis là, la toune d'après, elle est bonne, mais la toune d'après, tu sais, c'est du Guns N' Roses, là. Fait que là, le mood, il change un peu. Tu sais, on n'a pas de playlist, on n'a pas de DJ. Ben, on a une playlist, mais c'est aléatoire. C'est aléatoire. Hein? Fait que, non, je sais pas. Fait que j'espère, tu sais, j'espère pour les clubs. Je trouve, en plus, Montréal, on a tout le temps eu un bel attrait touristique. On a toujours eu un attrait touristique pour ça. Tu sais, on a des touristes qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Ontario, du Canada, puis qui ont cette... Je sais pas, Montréal a cette chaleur-là qu'on a. Fait que, je sais pas, j'espère. C'est bon pour notre industrie. Tant mieux s'il y a du monde qui réussisse. Mais... Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années? En fait, penses-tu que les gens vont vouloir sortir encore plus, justement, à cause du COVID? Là, les bars, ça fait déjà plus de 6 mois que c'est fermé, même plus, les vrais bars. Là. Ouais. Penses-tu que ça va skyrocker directement parce que les gens vont avoir tellement envie de voir du monde, de prendre une bonne bière sur une terrasse, de voir le monde? Tu penses vraiment que ça va... Ben, je pense que ça va dépendre de comment que le gouvernement... Tu sais, on est toujours à la merci du... Ouais, si les cas diminuent, puis on devient dans un bon temps, puis c'est sécuritaire, puis que les mesures sont levées, je pense que ça va être débile. Je pense que les gens vont être au rendez-vous, les gens veulent se voir. Je veux dire, j'ai serré la main à mes chums. C'est quelque chose que je fais pas. J'ai serré des amis dans mes bras, mes parents. C'est quelque chose qu'on a hâte d'avoir un bon cheers, puis pas avoir peur. Puis les bars vont représenter ça. Mais je pense qu'il va y avoir un changement quand même de la clientèle.
Peut-être que notre clientèle qui est un petit peu plus âgée va avoir, sur le long terme, plus de réticence. Quelqu'un qui ouais, les bars, c'est pas tant mon affaire, ils vont sortir. Mais il y en a peut-être aussi que de l'autre côté, qui ont tellement hâte puis tellement envie qui vont être là. Peut-être les jeunes aussi, on est moins à risque pour la COVID, du moins ce qu'on en sait en ce moment, là, mais les études tentent à le montrer. Fait que je pense qu'il va peut-être avoir un boom ou une explosion plus chez les jeunes de se rencontrer puis de sortir. Puis j'espère honnêtement, puis moi, je vais faire mon marketing autour de ça, c'est qu'on vous attend, puis on est là, on a besoin de vous. C'est 1 an fermé. On parle vraiment d'entrepreneuriat pur. Là. Dis-moi une entreprise ou un secteur d'activité que tu peux fermer pendant 1 an. Hey, je vais te fermer pendant 1 an, puis tu survis avec des peanuts. On n'a rien, ça paye le loyer, c'est cool, là, mais on avait des vies, nous autres aussi, avant. Oui, Là, ma maison est en conséquence de mes revenus que j'ai ici. Là, j'ai pas de revenus, mais ma maison, il faut quand même que je paye mon hypothèque. Mon auto, il faut que je paye. Les employés, ça, c'est l'affaire la plus terrible. Parce que, entrepreneur, je veux dire, c'est pas facile pour certains entrepreneurs non plus s'il n'y avait pas prévu le coup, si la santé financière n'était pas nécessairement au rendez-vous. Nous, on était chanceux. La taverne Midway fonctionne très bien. On a une bonne santé financière. Moi, mes associés, on s'en sort bien. Mais mes employés, il y avait quand même, tu sais, tu es habitué à avoir un revenu somme toute fixe. Puis tu habites tout seul, tu es barman, tu n'as pas de blonde, tu habites ton appartement tout seul, tu as des affaires. Là, je vais te donner 500$ par semaine imposable. Là. Parce que l'industrie n'est plus qu'est-ce que c'était. Là, mais mettons, tu enlèves les impôts, il reste 400$. Là. Ben, 400$, c'est un vendredi que tu te fais. Tout un gros vendredi. C'était déjà arrivé, les gars, par ta 400$. Et tu te dis, bon, là, j'ai ça pour passer ma semaine, payer mon loyer, payer mon char. C'est terrible. Puis là, après ça, trouvez-vous un autre job. Ah, mais il y a des pénuries d'emploi. Oui, mais c'est un métier qu'on fait, là. C'est pas, c'est pas des jobs d'étudiants. C'est être serveur, c'est un métier aussi noble qu'être plombier ou qu'être infirmière. Aussi noble. Les infirmières font un méchant travail en ce moment, là, ça fait que je dirais rien contre eux, mais en voulant dire, c'est un choix de carrière que tu as pris, puis je suis pas obligé de changer parce que le gouvernement m'impose. Fait qu'on attend, puis c'est ça qui est triste, puis j'ai hâte de voir la pénurie de main-d'œuvre qu'on va avoir. Puis pendant, justement, cette pandémie-là, cette crise-là, as-tu pensé à réinventer le Midway ou t'as juste fait comme, on va attendre? Ben, c'est sûr que, réinventer le Midway, on a fait des investissements quand même importants quand on a pu réouvrir. Fait qu'on parle de produits désinfectants, de plexiglas, de menus en ligne, de masques, de visières. Quand même passé dans le Journal de Montréal avec tes trucs. Ouais, on a fait, ça. Tu peux parler de ça? Ça, c'était... C'est un précurseur, là. C'était quand même... On s'était installé tôt, puis j'étais content de le faire, puis c'était le bon move à faire. Puis on a eu une belle visibilité à travers les médias francophones et anglophones au Québec puis au Canada pour le côté un peu avant-gardiste que le Midway a eu. Puis surtout, on faisait les choses, je veux dire, très bien. Là. En fait, à cette époque-là, tu étais le précurseur. Tu étais un des premiers qui est sorti pour dire, gars, nous, on est prêts à recevoir des gens. Ouais. On va être sécuritaire. Tout le monde avait des masques, les plexis, les trucs, les clenches de toilette, toutes ces choses-là. C'était hors de reste, c'était un des premiers. Puis moi, je t'avais même félicité. J'étais comme, hey, on a mis. C'est un entrepreneur. Mais c'est des sous. Mais ça a pris des sous, tu sais, quand même. Exactement. On était chanceux de pouvoir le faire à cause de notre santé financière. Puis après ça, il fallait dire, bon, mais on le fait. Puis pas dire que c'est plate, mais on l'a quand même fait. Ça a duré. On l'a fait pour 3 mois. Là, c'est des milliers de dollars qu'on a investis pour avoir 50% de notre capacité, pour avoir des heures, parce qu'on fermait à minuit, là, on ouvre à 16h ici, on fermait à minuit. Fait, tu me coupes la moitié de mes heures, la moitié de ma clientèle, puis j'ai investi des milliers de dollars. Mais ça a fait parler du Midway, ça l'a renforcé notre image, qu'on fait des choses bien. Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite au début. Puis là, tu vois, en ce moment, on retravaille sur le design, on veut changer des petits trucs, rafraîchir la place. Mais, disons, sur l'idée ou le concept, là, on bouge pas. On reste le Midway reste le Midway.
ce que la COVID va nous avoir appris le meilleur ou des mesures de travail, on veut les conserver. Tu sais, c'est le menu en ligne. On a placé des petits codes QR sur les tables. Tu scannes avec ton téléphone. Tout le monde a un téléphone maintenant. Hey, tu l'as français, anglais. C'est parfait. Tu y vas, c'est direct. Ça ne traîne pas ces tables. Le monde, ils peuvent le consulter quand même. Pourquoi on n'a pas pensé à ça? Fait que ça, c'est les mesures qu'on veut garder. C'est les machines pour désinfecter les mains. C'est sûr que c'est bon d'en avoir à un moment donné. C'est aseptisé. C'est sans être trop, mais c'est le fun d'avoir. Je regarde les clients qui rentrent dans mon établissement puis se lavent les mains. Je suis comme, OK, ça fait propre. Là, c'est le fun. Les plexiglas, on va enlever ça. On a hâte d'avoir un contact avec les clients. Mais fait qu'on essaie de garder les meilleures mesures, les meilleures pratiques pour le futur que la COVID va nous avoir appris. Puis on a hâte de revoir le monde. Fait qu'on rafraîchit un peu à la place. Faire un petit wow quand les gens vont revenir, mais ils vont venir dans leur bon vieux Midway. Là. Ça fait le lien sur la prochaine question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, puis je ne savais pas quand la poser, mais là, je la pose là. J'avais le goût de te demander qu'est-ce qui a été fait pour changer le Midway quand tu me disais qu'il y avait prostitution, c'était pas super beau, c'est un secteur. Puis à l'époque, est-ce que le quartier des spectacles, c'était pas tant annoncé? C'était annoncé sur le long terme, mais c'était pas. On se demandait quand même quand ça allait être fait. Qu'est-ce qui a été fait pour que tu changeais ça? Tu m'en avais parlé un petit peu la dernière fois, j'ai goût de t'entendre là-dessus. Ben, qu'est-ce qui a été fait? C'est sûr que on a travaillé, dans le travail, quand on a ouvert, on avait des agents de sécurité qui étaient avec nous. C'est sûr que c'est des coûts importants. On en avait un à chaque soir. Puis jeudi, vendredi, samedi, on avait 2 agents de sécurité qui travaillaient pour filtrer, puis la clientèle, puis s'assurer surtout de la sécurité des clients à l'extérieur. Maintenant, ça fume moins, mais quand on a une couple d'années, ça fumait un peu plus. Avec des attroupements un peu sur le trottoir avec les gens qui venaient demander de l'argent ou se faire solliciter pour de la drogue ou de la prostitution. C'était un peu spécial. Puis surtout que les clientes se sentent en sécurité. Fait que ça a été vraiment le premier move qu'on a fait qui était important pour nous. C'était d'assurer la sécurité des lieux, la sécurité de notre clientèle, du personnel. Après ça, énorme travail avec les corps policiers. Je les salue d'ailleurs, le poste 21 qui est tout près de la taverne Midway. Travail colossal. Vraiment un travail de transparence puis de collaboration avec eux pour essayer c'est pas de nettoyer, parce qu'il y a des problèmes sociaux, puis c'est pas notre but non plus, c'était pas de les prendre puis des tasser sur un autre coin de rue où il allait devenir le problème de quelqu'un d'autre. Mais vraiment voir qu'est-ce qui était possible, c'est quoi les ressources qu'on avait, autant avec Cactus, qui est une autre petite place ici à côté, qui est un centre d'aide pour les gens avec la drogue et l'itinérance. Comment on peut travailler avec eux? Je me suis investi sur le conseil d'administration du Faubourg Saint-Laurent, dans le fond, qui est la Société de développement économique. D'avoir un siège là, puis voir c'est quoi qu'est-ce qu'on a, puis comment c'est quoi les quartiers, on le connaissait, là, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'est sûrement le coin de rue le plus connu à Montréal. Mais qu'est-ce qu'on a comme ressources? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Puis avec le temps, puis vraiment une collaboration de tout le monde, Michel Sabourin avec le Club Soda, les gars du Montréal Pool Room, on va le dire, le Cléopâtre qui est en face, qui est la garderie, mais qui est le Cléopâtre, leur agent de sécurité, ils ont toujours bien travaillé avec nous, ça a toujours été une relation de respect, les propriétaires. Il y a eu une collaboration vraiment entre tout le monde, puis fermeture de 1 ou 2 établissements qui étaient un problème qui attirait le crime et la drogue. Ouais. Ça a été fermé. Fait que là, le ménage s'est fait un peu tout seul, mais de mon côté, ça a vraiment été d'essayer de m'impliquer autant dans mon entreprise que dans le social, dans mon quartier, puis d'être au courant, puis de voir qu'est-ce que je peux faire extérieur, parce que ça touche mon entreprise. Ça a un lien direct. Fait que c'est un autre volet un petit peu peut-être de l'entrepreneuriat. Là. Clairement, je vois ça comme toutes les
les choses externes qui affectent quand même ta business à l'interne. Tu sais, veux pas, là, si t'as 4 putes pas dedans, là, devant, on va le dire de même. Là, Non, mais c'est ça. Mais, Là. tu sais, c'est ta clientèle, autant hommes que femmes, n'ont pas le goût de venir prendre une bière au moins deux. Puis, tu sais, Non, mais puis c'est pas attirant, c'est pas sexy. Là. C'est vrai, puis c'est sûr que 29 ans, on s'installe là, c'était ma première préoccupation, mais peut-être là où que la collaboration, puis aller plus loin, puis remonter la source au problème, c'est un problème de société, c'est un problème, puis c'était un petit peu là que je m'en allais, mon but, c'était pas nécessairement de pelleter dans le cours de l'autre, m'arranger pour avoir 4 policiers qui nettoient mon petit bout de trottoir, puis je veux que ça soit clean. C'est pas mieux. Fait que, on a travaillé, c'était le fun. Il y a eu des belles choses qui sont sorties de ça. Puis aujourd'hui, c'est ça. Les quartiers des spectacles, je pense que c'est une place qui est belle, qui est fun, qui est sécuritaire. Mais on a toujours les centres d'aide qui sont à côté. Puis les gens sont plus dirigés ou localisés, ceux qui ont besoin de cette aide-là, au lieu d'être laissés peut-être un petit peu plus à eux-mêmes. Là. Tout à fait. Puis ce que je comprends de tout ça, c'est que tu t'es vraiment impliqué, tu n'as pas attendu que ça se fasse par soi-même. Tu étais là, tu étais hands-on, t'en as occupé, tu te dis, gars, faut que ça se passe. Ça ne devait pas être le fun au début, là, tu devais, honnêtement. Là... Ah non, c'était pas le fun, mais ça s'est bien fait. On était chanté. Je vais prendre Michel à côté, qui est du Club Soda, qui était venu voir, à un moment donné, là, Charles, là, tu vas me dire, là, c'est qui tu connais, là? C'est comme si je connaissais du monde bien important, où j'étais dans le crime organisé moi-même, puis là, ça fait comme 6 ans, moi, je veux qu'il s'en aille, puis qu'on règle le problème, puis qu'il est hyper impliqué dans le quartier. Là, toi, t'arrives, ça fait 6 mois, puis là, la rue est rendue clean, puis c'est sécuritaire, puis toi, t'es le fun. Écoute, c'est une collaboration, puis peut-être, la taverne Midway aussi, on l'a reprise. C'était pas une place d'enfant de cœur non plus, là, quand on est venu, quand on l'a repris, puis mais on a modifié, puis on a une clientèle, puis un service qui était différent, puis on a filtré à la porte. Fait que c'est sûr que quand tu enlèves de certains repères pour une... Ce que je retiens, c'est la vision. Ah, clairement. C'est ça qui me revient à toutes les fois que tu parles de ton bar. Là. C'est vraiment, tu avais une vision pour cet endroit-là. Ouais, ben honnêtement, c'est ça que j'essayais de pas de convaincre. Là. Moi, je le savais, puis on le faisait le projet, mais honnêtement, 90% du monde à qui je parlais, je rachète la taverne Midway, on va en faire un bar, ça va être le fun. T'es épais. Là. C'est impossible que le quartier des spectacles, puis le centre d'affaires, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, parle à n'importe qui dans le monde, s'il connaît le Québec. La ville la plus connue, c'est Montréal. Donne-moi un coin de rue à Montréal, c'est Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Je dis, va dans n'importe quelle ville, c'est connu, ça va marcher. Là. Il va y avoir quelque chose, ça ne va pas laisser tomber à l'abandon. Puis effectivement, ça a pris un petit bout de temps, mais là, on en est là, puis on est chanceux, puis c'est une destination maintenant. On profite de peut-être ça. Là. C'est la vision qu'on avait pour la place, c'est concrétisé, puis on a été chanceux là-dedans. On y a tellement cru, puis on a travaillé fort que... Voici. Le temps avance vite. Yeah. Un dernier petit sujet, parce que c'est un sujet qui est très, très important puis très relatif à la restauration. L'horaire, la relation avec la famille, tu as une blonde, tu as 2 enfants. Comment ça se passe? Comment tu fais pour réussir, en fait, avec tout ça? Puis, tu sais, vous appelez ça un beau petit couple. Ouais, j'ai une très bonne blonde, très patiente. Puis mes enfants, ça va super bien, mais c'est tu sais, je l'ai découvert à travers ça, parce que mes enfants, 4 ans et 2 ans, ça fait 7 ans que je suis propriétaire de la place. Puis c'est sûr qu'au début, tu sais, famille, c'était juste ma blonde. C'était bien le fun. Ton chum, il y a un bar à Montréal. Nous, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ma ville natale, on est installé là. Fait que, tu sais, c'est le fun, on sort à Montréal. Moi, je travaillais, le voyagement, c'est bon, c'est tout le temps off-trafic. Fait que quand t'as pas d'enfant, tu sais, ça va quand même bien. Oui. Des petits soupers de temps en temps, mais tu sais, je pouvais partir ou viens à Montréal me rejoindre, on va aller souper à côté, encourager un autre commerce du coin, puis après ça, tu reviens, elle redescendait. Moi, j'arrivais plus tard. Là, c'est sûr que la question des enfants, c'est un gros changement. On est chanceux, ma fille qui va avoir 2 ans, c'est quasiment 1 an de sa vie, papa était à la maison à cause de la COVID. Fait que ça, en ce moment, ça se fait très bien. Je travaille pas. Mais
le côté travail, on est chanceux d'avoir les grands-parents qui sont très, très près. Ça a toujours été. Puis même dans le lancement de l'entreprise où ce que j'en suis aujourd'hui, tu sais, mes parents ont toujours été proches. Puis on est chanceux parce qu'Andréane, ma copine, ses parents habitent aussi près de chez nous. Puis j'ai une aussi bonne relation avec ses parents que mes parents. Fait qu'ils sont toujours hyper disponibles. Ben, étaient, là, ils ne gardent plus même. Ça m'a dit COVID, mais parlons dans le futur, comment ça va ou c'était dans le passé, si lointain. Mais, tu sais, puis après ça, c'est les horaires. Parce qu'Andréane, c'est quand même une femme de carrière aussi. Fait qu'elle a des trucs, elle travaille tard. Fait que c'est cette conciliation-là, ben, tu sais, c'est de choisir les temps. Je pense qu'on a un agenda partagé. Fait que j'inscris quelque chose, elle reçoit la notification. Puis on essaie de travailler autour de ça. Puis c'est sûr que c'est une notion de respect aussi, de respecter ses engagements, autant moi de respecter mes engagements. Puis ben, mes associés. Tu sais, François, c'est mon bras droit, puis vice-versa. Puis c'est la raison aussi pourquoi on l'a embarqué avec nous comme propriétaire. C'est qu'il pouvait nous aider. Maintenant, mettons, avec la famille, mais on est en développement d'affaires aussi. Tu sais, le Midway, c'est pas notre dernier projet. Là, on a été beaucoup ralenti à cause de la COVID, mais on travaille constamment. Puis ça fait 1 an qu'on développe des idées, on pense à des projets, on visite des locaux pour prévoir une certaine réouverture, un certain retour à la normale, puis une croissance. Fait que ça rentre aussi là-dedans. Fait qu'une bonne relation de partenaire, très bonne relation, puis communication avec la conjointe. Puis, tu sais, les grands-parents, je lève mon chapeau. Là. C'est sûr que ça facilite énormément. Ah, c'est tout à votre honneur. Félicitations. Merci. Déjà la fin. Déjà? Ça va vite, hein? On a parti une tradition dans les autres podcasts. On demande toujours à la fin, qu'est-ce qu'on souhaite à Charles Landry à les prochains... On souhaite, honnêtement, que la santé du Québec s'améliore puis qu'on peut revenir le plus vite possible derrière le bar pour vous servir une bonne pinte. Excellent. Marie-Léonore, merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Toujours un plaisir, JP. Merci. Donc, merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast Le 13e étage. On va parler des vraies affaires.